Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bon après-midi. Merci d'être ici avec nous pour ce panel qui s'annonce fort intéressant. Mon nom est David Brulotte. Je suis le délégué général du Québec à New York. Je suis très fier d'être à la tête de la toute première représentation du Québec à l'international à New York, qui a été ouverte il y a 85 ans. Qui a fêté ses 85 ans l'an dernier. Good afternoon, everyone. My name is David. I'm the head representative for Quebec, based in New York City, and it's a delight to be here with you today. I have the privilege of leading one of the largest international representation of Quebec on the globe, and our very first abroad opened in New York 85 years ago. For those of you who do not know, Quebec has a wide network worldwide, 39 offices in 19 countries, something we're extremely proud of today. New York, as you know, obviously occupies a unique place in the world economy at the intersection of global finance, international trade, capital markets, culture, multilateralism, obviously with the UN being right at the center of Midtown, and I want to say sports. Hopefully the Knicks win tomorrow. And 5, and obviously the FIFA is coming to New York. The city will host the final in July, something that more or less unifies or perhaps divides a little bit all of the three regions represented here today. So from that vantage point, we have, I think, in New York and with the panels that we have today, front row seats in conversations taking places in boardrooms and government offices at the UN on supply chain, resilience, something we've heard a lot about today and yesterday, energy security, energy transition, economic resilience, and obviously Latin America is increasingly part of those conversations and have been today and yesterday. So today the conversation will be focused on that relationship between Latin America, Europe, Canada, and North America as a whole. The region, as you know, is increasingly being viewed as a key partner in the Americas to diversify markets, as a strategic, reliable partner, key partner for Quebec, for Canada, and, as I mentioned, for Europe. In fact, our Minister Christopher Skeet of the Ministère des Relations Internationales et de la Francophonie is today in Chile. He was attending Expo Nord, and he met Chile's president yesterday, where Canada is the country of honor and one of the most important and largest trade show in mining and energy in the region. So this afternoon, we'll explore what is driving the shift in the region, the greatest opportunities for you all as companies, as exporters and businesses to succeed in one of the most dynamic regions right now. To cover such a broad and important topic, I'm delighted that I'm joined by some of the most esteemed and smartest people on the region. First to my left, Hiroshi, who's Director of Global Partnership at the Development Bank of Latin America and the Caribbean, CAF for short. Hiroshi is based in Bogota, Colombia. And his president of CAF was actually being honored today in New York. So Hiroshi actually just flew back from Tokyo, and he chose to be here with us today instead of New York. So thank you for that, much appreciated. Jorge, to his right, if you're sitting in the audience, is Vice President, Head of the Americas at the Export and Development Bank Canada. He's based in Mexico City, and he's a close ally to our office there in Mexico. And finally, but certainly not least, to Jorge's right is Bernard Spitz, CEO and founder of BS Conseil, who will be our voice from Europe. Bernard est basé à Paris. Merci, heureux de te retrouver sur la scène encore cette année. So first, just to give everyone a brief snippet of who you are, which organization you represent, let's go around, I want to say the table, which is not here, but let's start with you, Hiroshi, if you can introduce yourself and CAF briefly for the audience. Thank you, David. First of all, thank you for the Conference of Montreal to invite CAF to this event. As you mentioned, I'm based in Bogota. I am half Colombian, half Japanese. I am so happy to be back in Montreal after 22 years that I have the opportunity to study here in the University of Montreal. Then it's a great opportunity to be back in this beautiful city. And we are a multilateral development bank. We have 24 member countries, all the region from Mexico to Argentina and Chile, plus Spain and Portugal. And in the sovereign side,
side, we give loans to the governments, and also around 10% of our portfolio is to the private sector. We are covering all the needs of development, from education, infrastructure, gender equality, water, sanitation process, all the different projects in the development area. And we are very glad to continue contributing to enhance the ties between Canada and Latin America and the Caribbean. Thank you, merci. Jorge, est-ce que quelques mots sur EDC, que plusieurs connaissent bien ici dans la salle, mais de ton point de vue? Bien sûr. Merci beaucoup. Et d'abord, merci à Francisca, à Raphaël, à l'équipe évidemment à Nicolas, l'équipe de Forum international des Amériques. C'est un plaisir d'être là. Moi, je suis moitié colombien, moitié canadien, moitié québécois. Donc, je commence simplement pour dire que j'ai l'honneur de représenter EDC à Mexico depuis quelques années, et je suis depuis 3 mois le vice-président et chef des Amériques pour EDC. Donc, ce que ça veut dire, c'est que toutes les représentations dans les Amériques, 3 aux États-Unis, 2 au Mexique, Colombie, Santiago au Chili et au Brésil sont sous ma responsabilité. And we have the pleasure of actually bringing more opportunities for Canadian companies. I'm going to speak a little bit about how we do what we do, how we are really taking, and we have been doing actually trade creation and trade diversification for many, many years. It's not something that we actually started last night. We started a long time ago, and we are now fully prepared to help Canadian companies find new opportunities across the Americas, and also keep ensuring that those of you who want to continue exporting and investing in the U.S. are able to have the necessary tools to do it in a proper way and by mitigating all the risks that we have. So this is going to be a really interesting panel. I want to thank you also for staying so late. It's great to see a lot of the interest that obviously this diversification, Europe, Latin America, and other places is driving within you. So thank you again. C'est effectivement un des panels les plus dangereux entre la fin de journée, le cocktail. Donc, on va être tout de pointe. Bernard, de votre côté? Well, if you ask me to start on a personal note, I am not Canadian, but my son is Canadian, my wife is Canadian, so I'm the only one. I have to be forgiven for that, so I try to develop the relationship between Canada and Europe. I am not today representing an institution like my friends, but I was in previous years in charge of all international matters for the French MEDEF, I mean the Employers Association. I negotiated the special relationship with the Canadian Employers Association. I tried to decide that which were the countries on which we were going to focus our efforts. Canada was part of it. I was also in charge of negotiating the Mercosur for the French employers. So it was a long story, but it's still not finished, but we will discuss about that later, I guess. Je vais y revenir, Bernard, dans une seconde, puis je vais être curieux du point de vue de Hiroshi. Sur ce point, l'Amérique latine a été vue pendant des années comme une région en émergence avec des opportunités phénoménales, mais qui a statistiquement vu un petit peu moins d'investissement, de commerce international, de trade. Qu'est-ce qui a changé dans les dernières années, notamment avec l'expérience de la négociation du Mercosur, pour que la région soit vraiment aujourd'hui considérée comme la hot one? Oui, c'est pour ça que le débat d'aujourd'hui est très intéressant. Ce qui a changé, le monde a changé. Ça fait 2 jours que tout le monde nous explique, à juste titre, que le monde a changé. Et les entreprises et les pays sont des gens simples. Ils vont là où il y a le commerce est le plus facile, le plus rémunérateur et le plus prévisible. Et donc pendant des années, ce n'était pas l'Amérique latine qui répondait à ces critères. La présidence Trump a un petit peu changé les choses et a rendu aujourd'hui à la fois nécessaire d'ouvrir, et c'est ce que dit très bien le Premier ministre canadien, d'ouvrir le commerce d'une façon qui soit beaucoup plus ouverte et d'aller chercher la croissance et les échanges partout. Il se trouve que l'Amérique latine, en fait, est à la fois un bloc très important, hein, c'est 10% de la population mondiale, donc c'est beaucoup quand on met de côté la Chine, la Russie, l'Iran et autres pays comme ça, dans lesquels c'est plus difficile d'imaginer de faire du business. Donc
C'est un axe important. C'est en plus dans un moment où la question de l'accès aux matières premières et aux matériaux critiques, raw materials, est clé. La richesse, on pourra y revenir, des différents pays, que ce soit l'Argentine, le Pérou, etc., est un élément clé. Et donc, plus les relations culturelles, historiques, entre l'Europe et beaucoup de ces pays, tout ça crée, en fait, l'envie d'aller développer les relations. Et je crois que c'est quelque chose qui, aujourd'hui, va dans le sens de l'histoire. En plus, l'histoire économique récente, regardons un pays comme l'Argentine avec ses crises financières, c'est pas vraiment inspirant pour des entreprises qui ont besoin de stabilité. On voit qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été réalisés dans beaucoup de pays. Donc voilà, on est dans un courant porteur et je pense que on en a tenu les conséquences. Quant au Mercosur, oui, bon, le Mercosur, en Europe, c'est une plaisanterie parce qu'en réalité, vous savez bien que en France, par exemple, je ne sais pas un seul sujet sur lequel les partis politiques français sont d'accord. Il n'y a pas un sujet. Vous pouvez même demander que ce soit l'équipe de France de football ou bien l'inflation ou les politiques des retraites, personne n'est jamais d'accord. Il n'y a qu'un seul sujet sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'il ne fallait pas le Mercosur. Non pas qu'il ne fallait pas, mais c'est qu'ils ne pouvaient pas admettre politiquement de se mettre à mal avec les paysans. Parce que le problème des paysans, je ne sais pas trop comment c'est au Canada, mais le problème des paysans, c'est que quand ils ne sont pas contents, ça se voit. Ils prennent les tracteurs, ils vont défoncer les grilles des préfectures, ils mettent des tonnes de produits, et donc ça fait des images pour la télévision, et c'est très mauvais pour les politiques. Donc ils préfèrent éviter le sujet, ce qui est d'ailleurs assez honteux, parce qu'en réalité, tout le monde avait intérêt au Mercosur, tout le monde. Et le business, les employeurs français soutiennent la signature du traité du Mercosur depuis 15 ans. Mais donc, il y avait ce problème politique. C'est quelque part au niveau européen qu'on a pu franchir cet obstacle et avec une certaine hypocrisie française qui était de dire bon, on est content que ça soit passé, mais enfin, c'est pas notre faute, it's not my guilt. Et donc, ils ont pu continuer un peu à faire semblant. Mais il reste que c'est comme... on a un autre exemple comme ça qui s'appelle le CETA, mais je ne veux pas revenir sur les sujets douloureux. Effectivement, c'est un bon point de comparaison. Jorge, de ton avis, de ta position à Mexico et à travers EDC, qu'est-ce qui a changé dans les dernières années? Je pense qu'évidemment, la première des choses qui a changé, c'est la variable des États-Unis. Donc, pour la première fois, les Canadiens se sont rendus compte que la relation qu'on a avec les États-Unis, c'est une relation qui peut changer. Donc, on avait l'impression que c'était une relation qui était toujours, qui n'allait jamais bouger d'une certaine manière. Je me souviens l'année passée, quand l'administration Trump a commencé, puis je parlais à des compagnies, et en étant colombien, je sais à quel point les gouvernements ont travaillé fort pour avoir accès à des marchés comme les États-Unis, le marché canadien aussi et les marchés européens. Donc ça, c'est la première chose qui a changé. Juste une question complémentaire avant que tu poursuives. Est-ce que ça précède néanmoins le changement d'administration aux États-Unis ou c'est vraiment le point marquant à ton avis? Je dirais que, évidemment, que la donne a complètement changé pour le Canada et pour le Mexique et pour les États-Unis avec l'arrivée de l'ALENA. Donc ça, c'est la première chose. Vous savez, je n'ai pas besoin de répéter que la croissance dans les échanges commerciaux a grandi de manière spectaculaire dans les 30 dernières années. Donc il n'y a personne qui puisse dire ça, c'est un mauvais choix pour le Canada, le Mexique ou les États-Unis. Donc ça, c'est la première chose qui a changé et ça a amené beaucoup d'investissements canadiens et beaucoup d'investissements québécois d'ailleurs, Bombardier en étant la preuve de ce que l'investissement canadien peut faire dans un pays comme le Mexique et les retombées finalement économiques et au niveau des technologies pour un pays comme le Mexique. Donc tout le monde finalement en a bénéficié. Et complètement, ça change quand on regarde et on voit que l'accès privilégié qu'on pouvait avoir aux États-Unis commence à changer. Donc, je pense qu'évidemment, ça fait 8 ans que je suis au Mexique et le principal défi qu'on a toujours eu, c'est que, et pour le Canada et pour le Mexique, le marché le plus important a toujours été le marché américain. Donc, la question aujourd'hui, c'est comment on peut trouver d'autres débouchés et finalement, on va aller chercher ailleurs qu'est-ce qu'on a. Ce qu'on a trouvé, et notre équipe d'économie a fait une analyse très intéressante où on a prouvé avec des chiffres et avec des données fortes que les investissements canadiens, à chaque dollar canadien qui est investi à l'étranger, ramène 70 cents
de retomber au Canada. Donc déjà, on commence à voir qu'il y a une tendance commerciale qui est accompagnée par ou plutôt à l'inverse, une tendance d'investissement qui est accompagnée par une tendance commerciale aussi. Donc déjà, on commence à voir que les choses changent. Moi, le marché le plus important, comme tu l'as mentionné, pour nous et aussi pour le Canada, c'est le Chili en Amérique latine. Le Mexique, c'est le marché les plus faciles, si vous voulez. Je ne vais pas non plus diminuer ce que ça implique d'aller ailleurs, mais le marché le plus important en Amérique latine pour les investissements canadiens, c'est le Chili. Le Canada, au-delà de 40 milliards de dollars d'investissement, et le 12e pays qui en a autant, c'est les États-Unis avec une vingtaine de milliards déjà. Donc ça donne accès à d'autres réalités au niveau commercial aussi. Donc les choses sont en train de se repositionner d'une certaine manière. Comme Bernard disait, le monde a changé. On n'est pas en train de voir un changement. Le monde a changé et le Canada, et je pense que le Canada est bien positionné en Amérique latine en général, dans les Caraïbes et aussi en Amérique du Nord avec les chaînes d'approvisionnement. J'imagine qu'on en parlera plus tard. Mais on est bien positionné pour que nos compagnies soient plus compétitives à l'étranger et qu'on regarde déjà une autre manière de faire ce qu'on fait aujourd'hui. Merci. Hiroshi, I'll revert back to you. We talked about Mercosur EU agreement. For a bit of background for the audience, the region, Mercosur, is a GDP of roughly $4 trillion. It's around 300 million people, so it's a very significant region. The Mercosur EU agreement was signed in January of this year. It came into provisional effect in May of this year, 2026. That creates a vast, obviously, market of 700 million potential customers. The EU is Mercosur's second largest trading partner in goods, quarter in services, so very significant already. Canada and the EU have started discussing about a free trade agreement that was paused during the pandemic. Negotiations have restarted last year in 2025. With all of this in mind, Hiroshi, could we see the emergence of Mercosur and more broadly Latin America as being an intrinsic part of both the Americas and Europe through these free trade agreements? Thank you, David. Indeed, I think the UE-Mercosur agreement is a big achievement in general. First of all, we can see in two ways. The first is the potential trade growth between the two regions. From our regional integration division, we see analysis that the trade can grow between 30 to 40% in the next 5 years, or even the 70% if the technical rules and the sanitary rules become in place. That this is an important topic, difference to the tariffs reduction. That is a very important way to do. The other thing that we see is that this agreement could be a catalyst for the better integration of the value chain in the region. Because even if you analyze the intra-regional trade in Latin America and the Caribbean, and especially in Mercosur, is still very low because we don't see a very integrated value chain. But when they see a bigger market with more competitiveness, it will be a big opportunity to increase the value chain between these countries. Still, we see a lot of disputes between Argentina and Brazil and the other countries. Then I think will be a great opportunity. The other point that we see is it will be a very good knowledge experience to understand better how a common market is working. Then the European Union has been a reference for many years around the world, and still for all the attempts that we have been doing in Latin America and the Caribbean, for example, with Mercosur, but as well with the Pacific Alliance, that was more focused to Asian markets, and as well with the Andean community of nations that started more than 60 years ago. And if you see in the Andean community framework, the only institution that survives in a very good way is CAF as a bank, but not with Andean community DNA, more like a more regional perspective. Then
we see, we're very enthusiastic about the new opportunities of this agreement taking place. And from the backside, we're very happy to support the private sector to have better strategies to attack the market. One specific operation that we already did is we deploy some specific private sector loans to the companies affected by the Green Deal in the European Union. This is something that we're working in parallel, that some of the other measures different to the tariffs could be affected the exporters of Latin America and the Caribbean, how we can support these companies to try to attempt these new regulations of the European Union. Great, thank you. Jorge, je retourne vers toi. Tu mentionnais entre autres le Chili, qui est un partenaire important du Canada, des entreprises que vous accompagnez. Quels seraient les secteurs maintenant qui sont les plus porteurs pour les entreprises à la fois québécoises et canadiennes que vous appuyez déjà, ou les secteurs de croissance, et peut-être les complémentarités les plus importantes? Donc, si vous permettez, je vais peut-être passer à l'anglais pour répondre aussi pour les gens qui sont des anglophones. So EDC identified as part of our 2030 strategy, which is now a 2040 version, 5 sectors where Canada is a global lead. Critical minerals is one of those. The second one is everything related to energy and energy transition. The third one is the agribusiness, which we divide between from farm to factory to end consumer, so anything related to retail, for example. The fourth one is advanced manufacturing, and a fifth one on digital. So those are the sectors where Canadian companies are a global competitor, and we can actually bring things to the next level. So in the case of Chile, for example, we are obviously very strong with mining companies, and we provide loans. We have provided loans as part of our business connection program that allow Canadian companies to sell into those supply chains and to insert themselves into those supply chains. So just to give you an example, between 2018 and 2023, only with 5 large mining companies, Codelco, Collahuasi, CMP, Antofagasta Minerals, and CAP, there was over $6 billion of Canadian procurement, only with 5 mining companies that are financed by EDC in that period. And that actually brings a lot of benefits back to Canada. So mining, of course, is one that is key. There is, and we've been discussing and hearing this week about the Peru, Chile, Argentina corridor, and one where we are actually proactively looking for opportunities to provide the financing that our Canadian companies need in order to get to those supply chains. Obviously, in mining, you also have clean technologies, and you have Canadians bring a know-how that is unparalleled around the world in terms of how to do good mining. So that's obviously a first one. There's a second one that is quite important, which is the agribusiness. We're going to be announcing very soon a large signing of in support of a Canadian company that is owned by one of our pension funds in Chile in the agribusiness space. That's part of what we call the commercial farming space, where we are looking at anything related to fertilizers, to machinery, and to that supply chain, and again, bringing more opportunities for our Canadian companies. And in the case of Chile, a third one that is quite important is forestry. So we're seeing opportunities not only in Chile, but also in Brazil, related to clean technologies, to advanced manufacturing, and to the better ways in which digital can be part of that supply chain. So that is only in the case of Chile. And then if we look at Mexico, for example, which is another key market for us, then you have an advanced manufacturing sector that is completely booming because of everything that's happening in Mexico, and because a lot of the Canadian companies are also looking at how they can permeate and penetrate the American market through the South, being Canadian, but also using that Mexicanness, if you will, so that they can be much better prepared. I would end up just by saying that infrastructure is one sector where we are seeing tremendous opportunity in the Caribbean. A lot of Canadian companies and Quebecois companies are well prepared and well positioned to be completely successful in those spaces, and not only in the Caribbean only, but also from the U.S. So you have I'm just going to name WSP, which is a Quebecois company. Very proud, of course, to be supporting them
all over the region, and we have been able to connect the dots for those companies so that they can also not only see opportunities in one specific market, but also in the different markets where EDC is present and where we operate. So that's just a glimpse of what we see. No, I think it's great, and the knowledge of local market obviously is extremely important. You're there to provide some of this. Could you tell us in just a minute which sort of tangible experiences you've seen? You mentioned WSP, but tangible experiences from various companies to go over the hurdles of either financing or knowledge of local markets, regulatory hurdles. What are the key success stories that some of the companies here could emulate their planning with? Donc, comme on est au Québec, on va mentionner le cas d'une compagnie qui est très chère pour les Québécois, qui est le marché Astor, Blinds2Go. C'est une compagnie qui, déjà, depuis quelques années, faisait la maquiladora dans le nord du Mexique et voulait éventuellement commencer à avoir une expansion dans le marché. Donc, on a commencé à avoir une relation avec Blinds2Go d'une manière très proactive et très ciblée. Donc, finalement, on les a aidés avec des connaissances, avec un peu de réseautage aussi. Et on leur a donné les informations dont ils avaient besoin pour ramener finalement leur investissement et élargir leur investissement dans le nord du pays, dans la région de Saltillo. Finalement, on a clos une transaction autour de $20 millions il y a quelques mois qu'on a annoncé de manière. On est très fiers de ce type de conversation parce que ça permet. C'est une compagnie qui a une présence à New Jersey, au Canada et au Mexique. Et encore une fois, on parle d'une chaîne d'approvisionnement nord-américain, finalement, qui est le meilleur résultat au quoi on peut s'attendre pour les négociations, ou les renégociations, la révision de la CEUM. Et ça nous permet aussi de garder des emplois de qualité au Canada et de ramener le savoir-faire et les transferts technologiques de la compagnie, non seulement au Mexique, mais aussi aux États-Unis, et continuer quand même à regarder d'autres marchés comme le marché européen, le marché asiatique à partir de là. Donc c'est une histoire que pour nous, c'est une histoire globale de succès. Pour beaucoup de compagnies ou pour beaucoup de gens, c'est simplement une question de comment je peux garder quand même la prospérité chez nous. Et voilà ce qu'on fait. Donc ça c'est un des exemples qu'on a. Et évidemment, si tu permets, David, Moosehead, la bière canadienne, on est très fiers de l'avoir ramenée au Mexique depuis quelques temps, grâce à un partenariat qu'on a avec une firme qui s'appelle Soriana. Une firme qui s'appelle Soriana, pardon, c'est pas une ferme, c'est une firme qui s'appelle Soriana, qui a plus de 800 magasins partout au Mexique. Donc, les opportunités à l'échelle de volume sont énormes pour les compagnies canadiennes et on a des exemples comme ça. C'est dangereux, Jorge, d'agacer les gens avec de la bière à 4 heures comme ça en fin de journée. Hiroshi, I want to turn back to you. At CAF, you finance, as you mentioned, private. You're the front seat of government investment projects, which you co-finance as well. Could you speak more a little bit on the different sectors that you support? But even more important, so where are the investments, the projects going? And I'll turn this into a very practical question. If you have just freely $1 billion to invest from CAF, where would you put it? And thank you, David. Something that we have been doing is support the government to facilitate the infrastructure internally to make more easier trade, and we have several projects. One project that we have been talking these days is in the Pacific side of Latin America and the Caribbean. We have two main ports. One is the Chancay port, based in Peru, mainly invested by China. And the second one is the San Antonio port, based in the north of Chile, that will be financed by CAF, and I think will be the two main ports deploying all the trade between Latin America and the Caribbean with Asia. If you have this amount of money
from the Canada side, I think one of the main investments that we would recommend will be in the critical minerals in the lithium triangle that we have been supporting between Bolivia, Chile, and Argentina. We see a lot of possibility, not just in destruction. We want to avoid the Dutch disease in this kind of commodities, but most likely in all the infrastructure to give value added to these minerals, because we think that the region, we have the human capital and also some capacities in the manufacturing side to give more value added to the minerals before to export it to the final or in the intermediate value chains for these minerals. Then I think we will focus in that, and I think there are many opportunities between Canada and Latin America, not just in minerals, but also in some of the sectors mentioned by Jorge, that when we met yesterday, we see that we are very aligned in our strategy, that we have sustainable infrastructure, as well agribusiness, and as well digital transformation. That is something that we're working all across the region. Thank you. So very similar to what we're building here as well in Quebec and Canada. Bernard, je me tourne vers le spécialiste du Mercosur, et on a mentionné le CETA, donc l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne qui fêtera ses 10 ans l'an prochain, qui est entré en force en 2017. Si on se projette dans 10 ans, où en est l'état des relations Union européenne-Mercosur ou Amérique latine? D'abord, il faut bien comprendre une chose, hein, c'est que le CETA n'a pas été... Le CETA, comme le Mercosur, c'est des traités qui ont deux volets. Il y a un volet commercial, il y a un volet, je dirais, plus politique, à travers un certain nombre de choses. Le volet politique n'est pas entré en application parce qu'il n'a pas été signé dans tous les pays. Il y a un pays en particulier qui n'a pas signé, je ne dirais pas lequel. Bon. Mais pour autant, ça fait 10 ans que le CETA existe. Et d'ailleurs, le paradoxe, c'est que tout le monde est content qu'il existe, puisqu'il a développé... Personne n'a rien à dire sur l'idée que ça pourrait avoir créé des aspects négatifs, ne serait-ce que pour une certaine partie de l'économie. Donc ça va être exactement la même chose pour le Mercosur. Il entre en application, en réalité, puisqu'il a été signé, mais comme il y a eu un vote au Parlement qui reporte le vote définitif, la partie politique n'est pas complètement encore assurée. Mais disons que d'un point de vue concret et pratique, aujourd'hui, l'Europe regarde avec enthousiasme les nouveaux marchés, que ce soit d'ailleurs, et les marchés en général. Alors le Mexique depuis très longtemps, mais après le Mercosur, c'est quand même, c'est pas toute l'Amérique latine, hein, c'est 4 pays. Et c'est surtout le Brésil. Hein. 80% des échanges qui se font avec le Mercosur se font avec le Brésil. Donc c'est un gros... il y a un biais qui est très, très important. Quand on parle de l'Amérique latine et des horizons nouveaux dans 10 ans, c'est aussi bien l'Argentine, le Chili, le Pérou, ce qu'on a dit, le Mexique, les Caraïbes, tout ça. Donc, et puis, vu d'Europe, tout le monde n'est pas dans la même situation. Des pays comme l'Espagne et le Portugal ont évidemment une relation beaucoup plus ancienne, traditionnelle, avec d'ailleurs des avantages et des inconvénients. Parce que quand un pays est trop présent dans le passé, parfois on préfère aller regarder ailleurs. Donc voilà, les choses ne sont jamais blanches et noires. Mais globalement, aujourd'hui, le Mercosur, l'Amérique latine en général, sont parfaitement placés pour avoir des échanges qui sont win-win. Aujourd'hui, l'essentiel... Les exportations et les importations sont à peu près équilibrées entre les deux pays, mais pas du tout dans le même domaine. Les importations en Europe des pays d'Amérique latine sont beaucoup des produits d'agriculture, des produits de minerais, enfin des biens primaires, alors que les exportations sont de la technologie, des machines, des véhicules et des biens industriels. Donc tout ça va s'équilibrer. Au fur et à mesure du développement de l'Amérique latine, il va y avoir des productions industrielles qui vont trouver leur sens et un développement, je dirais, renforcé des deux côtés, avec un peu plus d'attention. Après, les pays européens, il faut voir aussi que la structure industrielle des pays européens est très différente. Des pays comme la France ont beaucoup de grandes entreprises, très grosses entreprises, qui sont présentes parce qu'elles sont présentes partout. Mais des pays comme l'Allemagne ou l'Italie ont un Mittelstand avec beaucoup d'entreprises de taille intermédiaire qui peuvent
être des leaders dans leur domaine, mais beaucoup plus petits, mais qui, elles aussi, peuvent exporter. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui va se développer. Et ce qui est important, vu d'Europe, c'est de la part des pays d'Amérique latine, leur capacité à réduire, c'est le thème de la conférence, réduire la certitude. C'est-à-dire éviter des changements brutaux politiques, des changements brutaux de régulation, des changements brutaux en termes financiers qui, alors là, éloignent les industriels. On est dans un bon mood, à la fois à cause de la politique américaine et de la recherche de croissance, d'une meilleure connaissance des uns et des autres, de l'ouverture que produit le Mercosur notamment, mais pas seulement. Il faut donc que ça continue. Et s'il n'y a pas d'accident, je pense que d'ici 10 ans, la part des échanges qui sera faite entre ces régions du monde aura très largement progressé, sans doute plus qu'avec les États-Unis. Intéressant, merci. Il y avait, pour ceux et celles qui étaient ici hier, une discussion fort intéressante entre deux commentateurs américains sur le repositionnement des pays des Amériques pour, et je cite, faire des Amériques une Fortress America. La conversation était très animée. Je serais curieux d'entendre ton point de vue, Jorge et Hiroshi, sur la perception sur le terrain en Amérique latine de ce concept d'avoir une Amérique plus unie sur les chaînes de valeur, l'approvisionnement. Qu'en est-il de ton côté? Merci pour cette question intéressante. Écoute, non, en fait, j'ai pensé à une chose pendant que j'écoutais Bernard. On vient d'annoncer hier le renouvellement de notre accord avec Alstom. C'est un accord qui nous permet de traiter Alstom comme une compagnie canadienne, étant donné les gros investissements qu'ils ont au Canada, mais aussi le bénéfice que Alstom, pendant très longtemps, a amené au Canada. On a le même type d'engagement. Ça nous permet d'avoir une enveloppe d'un certain montant. Parfois, c'est à peu près $1 milliard qui nous permet ou moins, dépendant de la position au Canada. Mais on a le même type d'engagement avec Cisco, avec GE Vernova, avec Ericsson, avec ABB. Et pourquoi je mentionne ça? Parce que pour nous, et je pense que pour le travail que je fais à tous les jours, s'il y a une raison pour laquelle je suis fier de travailler avec EDC et de faire ce que je fais, c'est parce que j'ai la chance de pouvoir parler d'à quel point le Canada est ouvert dans le monde et sur le monde, et à quel point les investissements européens sont bien reçus au Canada, et ça nous permet aussi de ramener beaucoup plus de bénéfices et de prospérité dans le pays. Donc, évidemment que la marque Canada est une marque très forte. On devrait pouvoir faire plus. Et la rétroaction que j'ai souvent de la part des gens un peu partout, c'est pourquoi est-ce que le Canada est si timide de parler des bonnes choses et des belles choses que vous faites. Et ça, c'est une excellente question. Et je pense que c'est à nous, en tant que représentants à l'étranger, de pouvoir discuter et parler plus d'à quel point le Canada n'est pas les États-Unis, mais à quel point on est bien intégré aussi dans la chaîne d'approvisionnement nord-américaine, qui nous permet aussi d'avoir une position avantageuse vis-à-vis des États-Unis. Donc, je dirais, c'est ça, on est court de temps. C'est bien. Hiroshi, I'll turn over to you for a quick comment on America's integration, and then I have one final question, which you have to answer with only one word. That's going to be a challenge. But Hiroshi first. Ok, je vais essayer de faire en français, parce que j'étudie ici à Montréal, mais c'est pas possible que je parle pas. J'ai presque oublié, mais je ne le sais pas. Et maintenant, je vais à l'autre opportunité dans ce moment entre le Canada et l'Amérique latine. Mais comme a dit Jorge, c'est le moment pour le Canada de more agressif avec les entreprises canadiennes en Amérique latine. Je pense qu'il y a beaucoup de gratitude pour la coopération internationale. Il y a beaucoup de présence de la coopération et la politique canadienne en Amérique latine, mais il y a beaucoup d'espace pour les entreprises canadiennes dans les projets d'infrastructure, d'énergie, et il y a beaucoup de secteurs qu'il y a le connaissement du Canada, c'est vraiment reconnu en Amérique latine. Je pense que c'est l'opportunité. C'est gentil, merci. Tu as répondu brièvement à ma dernière question et on arrive à la fin de notre conversation. Je vais faire un tour. On peut commencer par Bernard. Quelle est,
ton avis, Bernard, la plus grande opportunité en Amérique latine que les gens sous-estiment? Je ne sais pas si les gens les sous-estiment, mais en tout cas, ce qui est la grande opportunité, c'est celle des matériaux critiques, parce que c'est un enjeu sur l'ensemble des sujets qu'on a évoqués aujourd'hui, les sujets d'avenir, sur les nouvelles technologies, sur la défense, le lithium, l'ensemble des matériaux qui sont l'alternative. Vous savez, il y a, juste en un mot, J'allais accorder une phrase plus qu'un mot, mais disons un paragraphe. Les Indiens, lorsqu'il y a eu le G20 en Inde, le message de Modi était un message destiné aux Chinois, en disant, si vous utilisez les matériaux critiques pour être pénalisés les pays, nous considérons ça comme du colonialisme. Et ce n'est pas un mot traduit en indien qui est neutre. Eh bien, aujourd'hui, il y a une bagarre autour de ces produits. Et moi, je me rappelle que lorsqu'on était en Argentine, et Jorge s'en souvient, le mot de la délégation des États-Unis, c'était de dire « ne faites pas de commerce avec les Chinois ». On veut bien que vous fassiez du commerce avec tout le monde, pas avec les Chinois. Et donc, on voit bien que ça, c'est l'enjeu essentiel du 21e siècle. Et sur cet enjeu, l'Amérique latine est très bien placée. Merci. Jorge, en une phrase? Moi, quelques virgules au maximum? Je dirais l'innovation. Moi, je suis optimiste sur la capacité du Canada d'amener l'innovation en Amérique latine. Et de ramener beaucoup plus d'investissements chez nous et de connecter, de servir comme le connecteur entre l'Europe, l'Amérique latine, les États-Unis et l'Amérique du Nord en général. Merci. Donc, minéraux critiques, ressources naturelles, innovation. Hiroshi? Yesterday, I heard all of the work from the Minister of Foreign Affairs about pragmatism in the new area of Canada, and I think in this pragmatism, Latin America and the Caribbean could be this triangular cooperation between Canada, European Union, and the region. Fantastique. Hiroshi, Jorge, Bernard, merci. Joignez-vous à moi pour une ronde d'applaudissements pour nos panélistes. Merci beaucoup à vous tous.